Karma et Chaos par le Dr Paul R. Fleischmann et Forrest D. Fleischmann. 1. Science et Karma. Cet essai traite de l'une des difficultés rencontrées par les étudiants de méditation, dont les racines sont issues de la tradition scientifique et que l'incompatibilité apparente entre la science et les anciennes descriptions orientales de la réalité peut troubler. L'objectif est ici de construire une passerelle intellectuelle entre des visions du monde différentes, que pourront emprunter quelques étudiants pour s'acheminer vers la pratique de la méditation dans un climat de moindre confusion ou de conflit. Les pages ci-après ne reprennent pas une description complète de la science ou des enseignements du Bouddha, mais cherchent à rendre visibles des couloirs entre les deux mondes qu'un penseur moderne vivant en Occident peut aisément suivre pour se lancer dans un monde nouveau, sans avoir le sentiment de vivre une situation de compromis intellectuel. L'enseignement du Bouddha se fonde sur la compréhension du phénomène du karma. Karma est le terme sanskrit le plus souvent utilisé dans les langues occidentales, mais dans le cadre du présent essai, j'utiliserai le terme kama, le mot même de l'ancien langage pali que le Bouddha utilisait dans ses discours. La chaîne de causalité à 12 composantes, Paticca Samuppada, appelée traditionnellement chaîne de causalité interdépendante, dans les littératures françaises traitant du sujet, dont le Bouddha disait qu'elle était essentielle à sa prise de conscience, est fondée sur l'existence de la Renaissance. Le karma est le mécanisme causal sous-jacent à la Renaissance. Même si certains apologistes occidentaux de l'enseignement du Bouddha se sont centrés sur son code moral et sur l'importance conférée à la conscience du moment présent, et ont de ce fait tenté de minimaliser l'importance du karma dans son discours, le Bouddha lui-même soulignait que la chaîne des causalités à 12 composantes, incluant la Renaissance, était l'essence de sa réalisation. Il voyait la vie comme étant perpétuellement et globalement astreinte à des lois, comme un produit des fruits de l'action migrant d'une vie à l'autre, à travers la barrière de la mort. Parce que toute souffrance a une cause, souvent par les agissements de vies antérieures, elle peut aussi être éliminée lorsque la cause est effacée. La libération de la souffrance, l'illumination, consiste à comprendre et à agir sur la relation de cause à effet par laquelle le karma conduit à la souffrance ou au contraire la soulage. Pour bon nombre de pratiquants occidentaux en méditation, le karma et ses implications liées à la Renaissance restent un orientalisme extravagant et absurde à laisser de côté. Toutefois, cette attitude les éloigne du cœur même de l'enseignement de Bouddha et les limite à une compréhension superficielle. D'autres étudiants occidentaux adhèrent pleinement au karma en tant que dogme d'une orthodoxie, dans le sens d'une gratification personnelle, comme s'il s'agissait d'un conte de fées, faisant alors obstacle au questionnement même de la causalité que le Bouddha cherchait à évoquer dans son enseignement. Le karma est une description de l'origine de notre personnalité. Un conglomérat unique de forces, de valeurs, de croyances, de prédispositions et de réactions. Ces constituants de la personnalité trouvent leur origine dans le passé, que ce soit dans cette vie ou dans les précédentes, et ils perdurent par leurs traits persistants. Toutefois, ils ne sont pas figés. Par l'apprentissage, l'effort, le comportement et par la vision pénétrante acquise par la méditation, la volonté qui sous-tend la personnalité peut changer. La psychologie occidentale traditionnelle et le karma sont d'accord sur ce point. La théorie occidentale classique de la personnalité atteste clairement que les forces de la personnalité qui précèdent les influences environnementales commencent à nous modeler dès la naissance. Ces principes directeurs préexistants au sein de la personnalité sont attribués au tempérament et à la génétique. Mais le Bouddha expliquait les traits de caractère congénitaux comme la résultante de choix et de réactions de vie passées. Il construisait son éthique de l'avenir sur un principe de causalité
continuant au-delà de la vie actuelle, dans une vie future qui serait modelée par les pensées, les réactions et les actions d'aujourd'hui. Donc un étudiant de l'enseignement du Bouddha semble contraint soit d'accepter le karma et de rejeter la psychologie scientifique, soit l'inverse. Lorsque l'on refuse d'admettre le karma, le monde est perçu comme un mélange de causalité et de fatalité. La causalité opère maintenant, l'environnement nous conditionne et nous faisons des choix qui nous reflètent, alors que la génétique est une simple fatalité. De ce point de vue, ce sont des causes indépendantes de notre volonté qui font de nous ce que nous sommes. Nous sommes le jouet de force sur lesquelles nous n'avons pas prise. Cela sous-entend que nous sommes soumis au hasard. Bien que nous ayons dans une certaine mesure le pouvoir de changer, et même si notre vie actuelle obéit aux lois de cause à effet, notre naissance n'est pas assujettie à ces lois. Par une ironie du sort, cette vision du monde, souvent de manière erronée qualifiée de scientifique, est fondée sur une série en pointillés de causalité. Les effets de nos actions sont supposés commencer à la naissance et cesser à la mort, avant et après. La personnalité est submergée dans un univers fataliste, acausal. Dans cette description de la causalité, la personnalité émerge de l'inconnu acausal, existe et agit pendant 60 ou 80 ans, puis disparaît de nouveau complètement, sans autre suite. Une autre conséquence de cette vision du monde qui nie le karma est que l'éthique devient localisée et plus restreinte. Il ne fait aucun doute que mon comportement entraîne vis-à-vis de moi-même des conséquences morales au cours de ma vie, mais pas avant ou après, puisqu'il n'y a pas d'avant ou d'après. L'éthique peut avoir son importance, mais en moindre proportion comparée à l'ampleur du destin qui me place là où je suis et tel que je suis. Pour éviter de telles énigmes, certains étudiants en méditation acceptent l'idée du kamma comme une opinion à intégrer en silence et dans un climat d'observation. Le kamma, considéré comme dogme, crée une vision magique du monde dénuée de toute analyse et dans laquelle chaque tournant sur la route est attribué à une vie passée. La responsabilité personnelle, plutôt que de s'accroire, est éliminée. Dans cette vision du monde s'élabore une vision romantique de soi, passive et soumise. Il m'arrive cela à cause de mes vies passées. Devient une explication invérifiable, universellement pratiquée, qui sape toute recherche d'une compréhension correcte et d'une action juste ici et maintenant. On exploite une explication de la réalité, par laquelle le Bouddha minimisait l'importance de l'ego, et en lieu et place on se lance dans des assertions servant des intérêts personnels. Les adeptes dogmatiques du kamma s'inventent des histoires sur eux-mêmes, histoires sans aucun lien avec la réalité, hormis la flatterie personnelle. Ils attribuent la causalité à une invisible fantaisie personnelle du passé et cessent de questionner l'instant présent en tant que nœud dans lequel notre futur, tel un embryon, vit et s'agite. Comment une personne pleinement engagée et profondément enracinée au plan culturel dans la pensée scientifique peut-elle donner un sens à une pratique de méditation qui ne requiert ni rejet du kamma, ni foi aveugle en celui-ci, mais qui gagne en profondeur grâce à la vision pénétrante en sa validité autant que dans ses implications éthiques. En fait, ce dilemme apparent ne résulte pas du désaccord entre la rationalité scientifique occidentale et le mysticisme indien. En réalité, ce conflit provient de stéréotypes scientifiques superficiels. À l'époque où la pensée scientifique progressait et que ses modélisations de la réalité augmentaient en complexité, les visions du monde occidental et oriental fusionnaient. L'évolution récente de la théorie du chaos dans le domaine de la science en est un exemple. La théorie du chaos, qui décrit des réalités complexes telles qu'elles sont perçues par la science contemporaine, est une fenêtre à travers laquelle le chercheur scientifique peut voir le monde d'une manière similaire à celle du Bouddha. Cela aide à expliquer de nombreux principes du kamma. C'est un progrès par rapport aux définitions simplifiées à l'extrême de la cause et de l'effet qui prédominaient dans la science du XIXe siècle et du début du XXe siècle. La théorie du chaos élargit et remplace les images de la causalité fondée sur le modèle mécanique linéaire qui récemment encore était considéré comme l'une des bases de la science. Le modèle mécanique de la réalité
éclairer des aspects du monde dont le fonctionnement peut être comparé à l'enchevêtrement des causes et des effets de connexions grossières et visibles. L'exemplification classique du modèle mécanique en sciences était le comportement des boules de billard. Par exemple, l'angle et la force avec laquelle une boule blanche frappe une boule noire peuvent être utilisés pour prédire avec précision la résultante de vitesse et la direction ultérieure de la boule noire. Il faut toutefois relever que cette forme de science se déroule dans un cadre fixe et artificiel, symbolisé par les parois de la table de billard. Comme personne ne vit sur une table de billard, la science moderne a essayé d'expliquer par la théorie du chaos l'ensemble du monde dans lequel nous vivons, au-delà de frontières fixes et artificielles. Cette théorie semble mieux s'appliquer à des phénomènes naturels tels que les turbulences, le temps qu'il fait et même la personnalité. La théorie du chaos prolonge la pensée causale par des explications du tourbillon de notre existence plus satisfaisantes que ne l'étaient les vecteurs du monde artificiel et limité du billard. L'implication de cette théorie est que dans des systèmes hautement complexes tels que l'être humain, la causalité opère par des moyens structurés, compréhensibles, qui révèlent la cohérence du monde phénoménal. L'explication scientifique ci-dessus, avec son modèle mécaniste de la vie humaine, pose le principe d'un monde de causalité discontinue. La mort était perçue comme un hiatus dans la matrice causale du monde. C'est comme si le monde était un treillis d'événements, chacun d'eux étant influencé et influent sur les événements suivants. Ce treillis contient toutefois beaucoup de ruptures, à travers lesquelles la nouvelle personnalité viendrait se glisser pour prendre vie dans ce monde, et au travers desquelles elle s'échapperait finalement. Cette vision du monde primitive, pseudo-scientifique du XIXe siècle et du début du XXe siècle, peut être décrite comme une théorie de la causalité, fondée sur les segments spatio-temporels discontinus de l'ordre, alternant avec le hasard ou les caprices de l'invisible. C'est le monde du jeu de billard, où les mathématiques vectorielles peuvent prédire le comportement physique des boules, tant que celles-ci restent sur la table, mais si elles passent par-dessus bord, elles semblent ne plus vivre de règles et rebondissent en tous sens de manière folle. Le Bouddha enseignait, et la théorie du chaos la valide, une autre manière de voir un monde de causalité ininterrompue, sans parenthèse ni exception, basée sur une conception flexible du temps et de l'espace, et décrivant un mode de variation et d'ordre régi par des lois universelles. C'est le monde des nuages et des pensées. Une excursion intellectuelle dans le monde de la théorie du chaos peut apporter à certains étudiants en méditation occidentaux un instrument fascinant pour faciliter l'approfondissement de leur pratique. Bien entendu, il faut garder à l'esprit que la théorie du chaos est une entreprise scientifique et non pas un chemin spirituel vers le nibbana. 2. Le chaos. Pendant des centaines d'années, les scientifiques ont pensé que l'univers pouvait être décrit par de simples lois mathématiques. Les physiciens newtoniens, par exemple, essayèrent de définir une formule mathématique claire pour prédire la relation entre les corps en orbite dans le système solaire. Le modèle mathématique de Newton décrivait avec précision et prédisait le mouvement de deux corps en orbite, l'un par rapport à l'autre. Mais lorsqu'un troisième corps était introduit, le calcul devenait incroyablement complexe. Si d'une part les équations de Newton pouvaient décrire la Terre en orbite par rapport au Soleil, d'autre part elles devenaient inefficaces pour l'orbite de la Lune par rapport à la Terre tournant tout autour du Soleil. Alors que la Lune tourne autour de la Terre, la forte attraction gravitationnelle du Soleil fait varier son orbite. Ceci modifie à son tour l'orbite de la Terre parce que la Lune influant sur la Terre modifie une fois de plus l'orbite de la Lune. Ce processus de réaction continuelle, dans lequel les perturbations provoquent de nouvelles aberrations agissant à leur tour sur les perturbations d'origine, fait que le système dans son ensemble se comporte de manière chaotique. Lorsqu'on incluait le mouvement d'un troisième corps, il ne restait plus de périodicité, plus de structure facile à décrire. Pire encore, l'équation qui pouvait servir de modèle pour les orbites de tout le système solaire devrait prendre en compte 9 planètes, environ 50 lunes, et une quantité innombrable d'astéroïdes et de comètes. Les physiciens newtoniens, incapables de résoudre ce problème, décidèrent que les effets des autres corps en orbite devaient être suffisamment petits pour leur permettre d'être ignorés. Ils supposaient qu'en fin de compte, la Lune en orbite autour de la Terre dans le champ gravitationnel du Soleil
pouvaient être considérées comme suffisamment proches du comportement de la Lune en orbite autour de la Terre avec un champ gravitationnel du Soleil présumé absent. Pour expliquer et prédire certains événements avec une précision mathématique, ils devaient en ignorer d'autres. Ils constatèrent l'impossibilité à trouver de simples lois générales capables de décrire les schémas complexes de la nature. Ce type de simplification devint la norme parmi les scientifiques. Les approximations devaient être suffisantes. Les modèles impliquant 3 corps en orbite étaient trop difficiles à résoudre parce qu'ils impliquaient un type d'équation appelée équation différentielle non linéaire. Ces équations sont très complexes. À chaque étape successive du calcul, on réalise une opération sur le résultat de l'étape précédente. Mais contrairement aux équations différentielles linéaires, la valeur à la fin d'une étape particulière ne peut prédire la valeur que produira l'équation 10 étapes plus tard. La variation amplifie la variation dans des directions imprévisibles et avec des résultats chaotiques. Pour traiter ces problèmes, les pionniers du calcul s'attachèrent à trouver des moyens d'opérer des approximations à partir de réponses fournies par les équations non linéaires. Lorsque les données d'une expérience montraient un changement non linéaire, les scientifiques négligeaient en général les données ou accusaient une erreur expérimentale et trouvaient une équation linéaire proche pour définir les données. Si cette équation ne prédisait pas les résultats avec précision, on pouvait toujours expliquer cette variation par des perturbations extérieures impossibles à décrire. Les équations non linéaires devenaient les eaux stagnantes du calcul. Les problèmes tels que la turbulence dans les fluides, que l'on ne pouvait décrire que par des équations non linéaires, restaient ignorés. Avec l'avènement des ordinateurs, dans les années 50, tout cela commença à changer. Les ordinateurs pouvaient calculer numériquement des solutions à des problèmes qui autrement auraient mis des vies entières à être résolus manuellement. L'une des premières personnes à appliquer l'analyse informatique à une équation non linéaire était un météorologue du nom d'Edward Lorenz, qui découvrit 3 équations non linéaires dont il pensait qu'elles pouvaient décrire le phénomène central de ce qui auparavant apparaissait comme aléatoire et incompréhensible, à savoir le climat. Lorenz supposait qu'en étudiant le comportement d'un système à 3 composantes relativement simples, il arriverait à mieux connaître l'atmosphère complexe de la Terre. Lorsqu'il saisit ces équations dans l'ordinateur et convertit en graphique les résultats ainsi obtenus, il constata que même si elles constituaient une version fortement simplifiée comparée aux nombreux facteurs intervenant dans les systèmes climatiques de la planète, les 3 équations produisaient un comportement étonnamment variable. Les variations résultantes partaient dans de nombreuses directions à mesure qu'on traitait les équations différentielles sur l'ordinateur. 3 équations non linéaires, 3 formulations pouvaient produire un foisonnement de résultats. En changeant très légèrement la valeur initiale dans l'équation, disons de l'ordre d'un 10 millième, on pouvait altérer de manière considérable les valeurs suivantes. Ces 3 graphiques semblaient initialement similaires, presque identiques, mais après de nombreuses itérations, ils divergeaient jusqu'à devenir radicalement différents. L'exemple le plus communément cité pour parler de cette amplification est maintenant connu sous le nom d'effet papillon. Il postule qu'un papillon, battant des ailes en Chine, aujourd'hui, pourrait créer la semaine prochaine un ouragan en Floride. Le papillon agite l'air d'une manière infime et unique, créant un gradient de chaleur local subtil qui prend progressivement de la force en passant au-dessus des vastes espaces ouverts de l'océan, avant de se transformer en vent plus vigoureux, lequel crée un système de pression élevé qui se déplace par-dessus le Pacifique et pousse un air humide à travers l'Amérique centrale jusqu'aux Caraïbes. En s'inspirant des recherches de Lorenz, des météorologues contemporains pensent que si la situation météorologique était mesurée en chaque endroit de la Terre entière, l'information ne permettrait pas de prévoir de manière fiable des conditions météorologiques pour une durée de plus de 2 jours à l'avance. La plus petite variation non décelée amplifierait les choses jusqu'à modifier complètement le temps en seulement quelques jours. Des analyses ultérieures ont montré que des schémas similaires sont valables pour de nombreux systèmes. L'économie, par exemple, a traditionnellement été considérée comme un système dans le cadre duquel on pouvait prédire les futurs résultats si l'on connaît suffisamment bien les conditions présentes.
La théorie classique de l'économie décrit un monde linéaire. Mais ceux qui étudient la non-linéarité ont démontré que l'économie est intrinsèquement imprévisible. Au gré des nombreuses forces qui contribuent à l'économie, de petits changements peuvent être amplifiés à grande échelle et de façon inattendue, tandis que des modifications apparemment macroéconomiques peuvent faire peu ou pas de différence dans les résultats économiques à long terme. Des effets similaires peuvent être observés en écologie, en chimie, en physique et même en informatique. Dans le système solaire dont nous discutions auparavant, il est possible que l'un des petits effets de la gravité, par exemple celui de Pluton sur la Lune de la Terre, puisse en fin de compte provoquer un changement drastique de l'ordre de l'orbite de la Lune, lui permettant peut-être d'échapper totalement au système solaire. Comme le brin de paille brisant le dos du chameau, il existe un certain niveau où les changements sont plus susceptibles d'avoir un effet drastique, de faire basculer le système vers un autre état d'existence. Le monde physique contient certaines zones où opèrent certaines règles appelées attracteurs. Lorsqu'un phénomène se déplace vers la frontière extrême d'une zone, l'attraction d'une nouvelle zone, régie par de nouvelles règles, peut prendre le relais, modifiant ainsi l'apparence et le comportement du phénomène d'origine. Il s'agissait là d'une autre caractéristique des équations différentielles non linéaires découvertes par Lorentz. Les données de son ordinateur généraient des graphiques qui de prime abord semblaient ne pas suivre de modèle, mais après plusieurs traitements, il observa que ces modèles n'étaient pas vraiment anarchiques, même s'ils donnaient au graphique une forme étrange. Tant que le système ne se répétait pas et n'était pas périodique en termes fiables, il se maintenait dans une gamme définie de valeurs. Cette gamme de valeurs, appelée attracteur de Lorentz, montre une structure similaire à celle formée par de nombreux systèmes apparemment chaotiques. Sur une courte durée, le système semble ne pas suivre de modèle, mais sur une période plus longue, il conserve un schéma général. Le climat régnant sur Terre présente ce même comportement. Il ne passe pas tout d'un coup à un état glacial ou vide, et il n'atteint pas non plus des températures auxquelles une fusion atomique peut se produire. Il tend à se maintenir dans une fourchette de moins 60 à 45 degrés Celsius. Cette zone de température est la région vers laquelle l'atmosphère de la Terre est attirée. Dans cette région, il existe un îlot de stabilité relative. Mais si un système est suffisamment perturbé, il se peut qu'il passe à un comportement très différent, se mettant en orbite autour d'un autre attracteur. L'attracteur de Lorentz, qui décrit la zone de température de la Terre, n'est qu'un exemple de ce qu'on appelle les attracteurs étranges. Ce terme « attracteur étrange » met en exergue leur côté inexplicable. Pourquoi, par exemple, la température de la Terre se maintient-elle dans une telle zone, non pas à 100 degrés de plus ou 200 degrés de moins? Les attracteurs étranges apparaissent dans de nombreux systèmes. Bon nombre d'attracteurs consistent d'un côté en zones multiples, qui servent d'attracteurs, et de l'autre en zones qui repoussent le système. En d'autres mots, dans des systèmes complexes, apparemment chaotiques et fortement variables de formules mathématiques ou de phénomènes naturels, il se peut qu'il existe des tampons, des conteneurs, des niches ou des canaux qui produisent un ordre partiel ou temporaire. Certains météorologues supposent maintenant que les températures plus froides qui se produisent pendant les ères glaciaires sont le résultat d'un attracteur différent de celui qui opère actuellement. Dans les modèles informatiques, les scientifiques ont constaté que si le climat peut décrire une orbite autour d'un attracteur pendant une longue période de temps, il peut spontanément passer à un autre état et commencer à se mettre en orbite autour d'un autre attracteur. Le mélange d'ordre temporaire partiel, suivi par des changements soudains et considérables vers un nouveau semi-ordre localisé autour de nouveaux points, est caractéristique des équations différentielles non linéaires, des données météorologiques et d'autres aspects complexes du monde. Un exemple d'équation différentielle non linéaire, simple et de ce fait largement étudié, est celui de l'équation utilisée pour la modélisation de la croissance démographique animale dans un environnement fini. Lorsque le taux de natalité est peu élevé, la population tend à se maintenir dans un certain niveau de population. Ce niveau est un attracteur. Lorsque le taux de natalité est plus élevé, la population oscille entre deux attracteurs. Lorsque le taux augmente encore, il commence à osciller entre 4, 8, 16 et 32 attracteurs démographiques.
À un certain moment, lorsque le taux de natalité égale 3,56 999, le nombre de niveaux d'attracteurs est infini. La population semble osciller au hasard. C'est le chaos. Mais si le taux de natalité continue de croître, l'ordre réapparaît. La population commence à osciller régulièrement de nouveau. Toutefois, un léger changement de taux de natalité suffirait à perturber l'oscillation. Même dans le chaos, certains niveaux de population semblent être des attracteurs. Au sein de l'activité incroyablement chaotique, il existe apparemment un certain niveau d'organisation. À mesure que le chaos devenait un champ d'étude légitime, un nouveau type de mathématiciens apparaissait. Ceux qui avaient recours à l'ordinateur pour découvrir le comportement des équations non linéaires. Rapidement, on constata que certains schémas prévalaient dans les systèmes chaotiques, quelle que soit l'équation différentielle qui les avait générés. Ces schémas sont de nouvelles lois mathématiques universelles, analogues au 2 plus 2 égale 4. Les implications en sont que, quelles que soient les équations utilisées, le comportement chaotique conduira à des principaux généraux similaires. Même en utilisant des simplifications d'équations nécessaires pour modéliser le monde réel, les résultats semblent prédire des aspects de la réalité qui auparavant semblaient ne pas suivre de loi. Les scientifiques, se rendant compte que ces systèmes ne pouvaient plus vraiment être décrits comme chaotiques, appelèrent cette science émergente la complexité. La complexité n'est de fait ni chaotique ni anarchique. Des attracteurs subtils, des répétitions et des ratios dirigent des événements même apparemment insensés. Dès la fin des années 70, les scientifiques commençaient à voir l'ordre sous-jacent au sein du chaos de nombreux systèmes du monde réel et de phénomènes naturels. Ils commencèrent à se rendre compte que la complexité de la nature n'est pas le résultat d'un large éventail d'instructions détaillées qui dictent le comportement exact pour chaque situation. Au lieu de cela, la complexité de la nature est maintenant comprise comme étant le résultat d'un nombre plus réduit de lois naturelles qui permettent à la fois l'ordre et la variété dans les résultats possibles. Comme les règles en vigueur dans le jeu de baseball, les lois scientifiques identifiées dans quelques systèmes naturels déterminent un ensemble défini et délimité de principes d'ordonnancement et de possibilités. Toutefois, comme pour une vraie partie de baseball, des résultats presque innombrables peuvent se produire dans le cadre de ces règles. La science de la complexité est l'étude de ce mélange d'impositions et de variations au sein de la nature. Il existe aujourd'hui des scientifiques dont la spécialité est l'étude de la complexité au niveau conceptuel, mathématique ou informatique, comme le groupe de lauréats du prix Nobel et d'autres éminents scientifiques de l'Institut Santa Fe du Nouveau-Mexique. L'une des caractéristiques de la complexité est qu'à chaque niveau d'organisation, un nouveau comportement systématique apparaît, différent de la somme du comportement de ses composantes. Un exemple de la manière dont les nouvelles lois scientifiques émergent pour régir les phénomènes à de nouveaux niveaux d'organisation est la relation de la biologie, de la vie, avec les constituants des formes vivantes, les atomes et les molécules. Les lois de la biologie ne sont pas de simples extensions de la physique et de la chimie. Bien que nos corps soient formés d'éléments chimiques sur le plan de leur nature atomique, carbone, hydrogène, azote, oxygène, etc., vous ne pouvez pas faire mijoter, créer une personne ou un cétère irlandais en jetant les proportions correctes d'éléments chimiques dans une cuve et en les brassant. Les systèmes biologiques, les corps vivants, ne suivent pas seulement les lois de la physique et de la chimie, mais aussi leurs propres lois de vie qui émergent de l'ordre de complexité que nous appelons la vie. Une plus grande complexité ne correspond pas à une simple addition. Le plus est différent. De nouveaux principes émergent dans de nouvelles strates du monde. En outre, les principes au sein d'une complexité accrue sont eux-mêmes régis par des règles d'efficacité ou d'économie. La règle de l'ordre semble aller dans le sens de l'optimisation. Les sous-structures semblent s'organiser elles-mêmes en superstructures plus complexes qui se situent à des niveaux d'énergie plus basses, mais ce niveau de repos plus que souhaitable apparaît habituellement uniquement là où se trouve ce qu'on a appelé la frontière du chaos. Cette frontière définit le mélange d'états fixes et fluides durant lesquels l'utilisation optimale de l'énergie et l'adaptation
sont le plus susceptibles de se produire. Nous trouvons des exemples de l'effet robuste de la frontière du chaos à travers les systèmes biologiques et sociaux. Par exemple, si un système est ordonné de manière rigide, il n'y aura pas de flexibilité pour réagir aux demandes extérieures et aux changements environnementaux, et il sera enclin au bouleversement. On pense ici aux gouvernements autoritaires qui imposent un ordre dictatorial pendant une brève période, mais qui s'écroulent lorsque leur leader décède ou lorsque les pressions extérieures deviennent trop grandes. Par ailleurs, un système fortement chaotique tend à disparaître dans l'anarchie, comme ce fut le cas de l'Europe après la chute de Rome, qui la plongea dans la discorde civile et le désarroi culturel. À la frontière du chaos, un système contient suffisamment d'ordre pour se survivre à soi-même et suffisamment de complexité pour permettre le jaillissement de nouvelles combinaisons et permutations, de nouvelles énergies et de nouvelles relations, malgré les limites des couloirs fixés par le système précédent. On pense ici à la démocratie idéale, dont les lois assurent le maintien sous contrôle de la violence et de l'anarchie, mais dont les débats, les dissensions et les élections facilitent la lente rotation de l'arène politique pour produire un gouvernement renouvelé dans la continuité et le changement. La complexité fertile est celle qui persiste le plus longtemps à la frontière du chaos. La théorie du chaos nous ouvre une nouvelle perspective de compréhension quant à la façon dont le monde fonctionne. Au lieu de voir le monde comme le résultat de nombreux comportements linéaires simples, nous pouvons maintenant le comprendre comme la manifestation de ce qui est peut-être des équations différentielles non linéaires, peu nombreuses mais très complexes. Le comportement de ces équations donne aux scientifiques un aperçu fantastique du monde qui les entoure. Les découvertes qui ont été faites dans le cadre de la théorie du chaos sont la révolution scientifique de la fin du XXe siècle, rapprochant la vision du monde scientifique de la modélisation précise de l'univers complexe dans lequel nous vivons. 3. Principe du kamma. Le kamma unit choix et nécessité. Le concept de kamma n'a pas facilement trouvé sa place dans la pensée occidentale car il exprime l'unité de deux éléments, le choix et la nécessité. Le kamma n'est ni la liberté, ni le déterminisme comme on l'a souvent et à tort interprété. Il s'agit plutôt d'une fusion dynamique de ces deux éléments, que la pensée scientifique occidentale considère souvent comme contradictoires. Toutefois, aujourd'hui, la théorie du chaos nous mène vers une vision du monde par laquelle on peut scientifiquement comprendre ces opposés comme pouvant agir de concert. Le terme chaos est un titre facétieux et paradoxal pour la nouvelle science, puisque son principe fondamental est que le désordre le plus incroyable est susceptible de contenir une cohérence et un ordre subtil. À toute profondeur, dans toute brousse, dans tout grenier, l'univers reste un mariage entre liberté et limite. L'univers ne se réduit pas à la mécanique d'une horloge, ni à un épais brouillard informe. Selon la science classique linéaire, on a interprété l'univers comme étant soit conduit par des lois, soit aléatoire, en des moments donnés, en des endroits donnés. Si ces deux concepts existaient en termes de polarité ou de divorce. Si un phénomène était astreint à des lois, alors ces équations sous-jacentes étaient considérées comme une règle absolue. Si aucune loi exacte ne gouvernait le domaine de la nature, celle-ci était considérée comme aléatoire. Mais dans la théorie du chaos, nous envisageons des degrés d'ordre ou de désordre coexistant au même moment et au même endroit. Cette coexistence dans la complexité provient de la science atomique qui considère le monde comme étant composé de particules libres flottant parmi des colonnes et des arches stationnaires qui sont elles-mêmes composées de particules animées mais compressées et où les éléments diffusés et solides peuvent échanger des composantes, la détermination et l'indétermination, avec ou sans forme, se mélangent et cohabitent à divers degrés, en des endroits et en des temps variables. Réalité régie par des lois et réalité aléatoires sont des degrés l'une de l'autre. Ils ne vivent pas en antithèse, mais en union fertile. Cette synthèse atomique complexe du libre arbitre et des effets obéissant à des lois s'applique non seulement au monde de la physique et de la chimie, mais aussi à notre psyché. À chaque instant, notre vie personnelle également révèle cette union du choix et de la nécessité. Bien que nous sentions souvent assaillis par des forces capricieuses, le désordre est illusoire
et à l'intérieur même de la tempête, on peut voir émerger un courant de cohérence. La conséquence linéaire, directe, des événements qui nous façonnent ne peut pas être automatiquement reliée à un antécédent proximal. Des tempêtes dont les origines sont anciennes peuvent souffler en rafales autour de nous, et de vastes maelströms sociaux peuvent nous emporter vers des événements historiques, bien au-delà du seuil de notre maison. Mais même dans un ouragan, qui semble être le chaos à l'état pur, on décèle les lignes directrices des équations scientifiques, et en fin de compte, tout ouragan finit par s'éteindre et par réintégrer le courant plus vaste de la nature, ses pluies rejoignant de nouveau l'océan, et ses vents étant résorbés dans l'atmosphère. De façon similaire, les personnes prises dans des événements énigmatiques peuvent voyager le long de champs et de forces d'amour et de compassion, même dans les circonstances les plus vertigineuses. En examinant les choses à travers le prisme de la théorie du chaos, nous pouvons voir comment le karma fonctionne. Nos choix restent les nôtres, dans le contexte d'événements mondiaux complexes et confus, et chacun de nos choix, signal rapide et puissant, voyagera instantanément le long des lignes des causes et des effets. Au milieu de ce flux mondial, nous agissons et les aimants du karma attirent les implications. Il existe une indétermination, un choix possible, mais nos actions réorganisent le désordre préexistant en champ magnétique d'effet. Tous les moments et les espaces de liberté sont contigus à des vecteurs de conséquences. Comme l'ouragan qui finira toujours par disparaître dans l'océan et dans l'air, tout ce que nous faisons est réintégré à travers les tensions électromagnétiques que nos actions mettent en œuvre. Si la nature est le domaine de la tempête, c'est également la zone d'activité du champ magnétique. La théorie du chaos nous dit la même chose lorsqu'elle décrit ces équations non linéaires, modélisant la réalité comme étant capable de donner des résultats variables, mais que l'on peut tout à fait résoudre. Il y a une flexibilité, une souplesse dans le monde que les philosophes et les théologiens appellent le libre arbitre et que les scientifiques désignent sous le nom de chaos ou de lieu d'indétermination. Nous pouvons prédire le résultat exact de nos propres actions ou de celles d'autrui pour cet après-midi. Chaque action infléchit des méridiens dans un champ magnétique d'antécédents et de chevauchements complexes. Nos actions ont lieu dans un monde dynamique qui ressemble à une table de billard infinie où des centaines de boules se déplacent déjà dans toutes les directions. Le destin de notre boule dépend en partie de sa propre force et de la direction qu'elle suit, mais aussi en partie d'autres sphéroïdes avec lesquels elle peut entrer en collision. Nous vivons dans un bouillon d'interactions. L'impact de nos vies intervient dans le cadre d'une matrice dense constituée d'autres vies, d'un moment historique avec des compagnons uniques et en oscillation conjointe du fait de leurs propres actions, interactions et vecteurs. Mais la théorie du chaos nous rappelle que la complexité est bien éloignée de l'anarchie. Nous pouvons rebondir par ricochet, mais nous pouvons également manœuvrer. Nous pouvons entrer en collision, mais nous pouvons également reprendre notre route autant de fois que nous en sommes éjectés. Même si nous ne pouvons pas prédire les résultats de nos choix et de nos actions de cet après-midi, nous pouvons améliorer nos prévisions portant sur les résultats de nos efforts d'orientation continus, récurrents et constants, malgré les interférences de collisions latérales ou de torsions. Les équations non linéaires et les lois du karma nous rappellent que même si nous souffrons les attaques d'un univers d'orage et de grêle, nous pouvons cheminer sur la voie. C'est parce que le monde n'est pas capricieux que la véritable liberté existe. Notre orientation de vie est le produit d'un élan renouvelé et récurrent. La liberté est la présence, et non pas l'absence, de contraintes qui donnent un impact et une importance constants à nos choix. Même si nous glissons sur la glace, nous sommes toujours maîtres à bord. Si nous ne paniquons pas, si nous freinons de temps à autre et allons dans le sens de la glissade, nous pouvons reprendre le contrôle de notre direction. L'univers infiniment complexe répond à un chuchotement insistant. Notre esquif navigue sur une antique sagesse plus ancienne que n'importe quelle tempête. Le karma signifie que chaque instant est lié à un passé et à un futur, et à cet instant, l'univers matériel intègre la pulsation de l'amour ou de la haine, de la joie ou de la crainte,
dans ses formules complexes et multidimensionnelles. Dans une lettre fort peu connue, Ralph Waldo Emerson décrit comment, plus il prenait de l'âge, plus il prenait conscience de la puissance du destin, de conditions préexistantes, de bouleversements historiques, d'accidents de naissance, de maladies, de guerres, d'oppression de l'individu. La vie semblait souligner l'énormité du destin, l'insignifiance de l'individu. Il comparait son sort, et notre sort à tous, à celui d'une personne enfermée dans une grotte aux parois de roches épaisses. Il ajoutait ensuite que dans un éclair de vision pénétrante, la conscience humaine avait la capacité de découvrir dans ses murs qui nous enserrent une fluctuation, une souplesse qui permettait de les modeler par des pressions exercées de ses mains par l'homme pour prendre des formes nouvelles plus aérées. La vision pénétrante pouvait faire fondre les roches du destin. Et lorsque ce moment intuitif disparaissait, la grotte semblait de nouveau solidifiée, mais avec des dimensions nouvelles, sculptées par l'individu. Tout locus de réalité vibre de manière simultanée avec le ricochet de la liberté et repose sur des antécédents et des conséquences. Les mathématiques de l'univers peuvent simultanément édicter et permettre. Le déterminisme et le libre arbitre, les vieux antagonistes de la philosophie, peuvent résulter des mêmes équations non linéaires, lesquelles peuvent à la fois donner forme aux phénomènes et les contenir sans les immobiliser ni réduire leur variété interne à la prévisibilité. Dans une chaîne infinie de moments et de pulsations, s'unissent, se désunissent et coexistent la linéarité et la fluidité, le déterminisme et le libre arbitre. Les anciennes dichotomies philosophiques reposaient sur l'illusion d'une unidimensionnalité et sur la solidité. En fait, le monde vit dans l'incandescence et dans l'infinitésimal. Nous existons entre les moments, nous donnons forme non pas à une, mais à une infinité de grottes. Une compréhension correcte du Kamma implique qu'elle va susciter un état d'esprit. Contrairement au fatalisme du déterministe ou à l'absorption en soi-même de l'existentialiste, le Kamma, correctement compris, enclenche simultanément acceptation et optimisme. Nous acceptons notre sort comme étant notre responsabilité et nous cherchons de nouvelles réponses, de nouvelles solutions. À chaque instant, nous sommes la conséquence de nos perceptions antérieures et c'est là ce que nous devenons devenir. Et chaque instant peut être un passage vers une nouvelle journée, influençable et malléable. Anatta, pas de soi permanent. La théorie du chaos nous offre des modèles. Pour comprendre l'enseignement du Bouddha sur Anatta, il n'existe pas de soi permanent. La nouvelle science fait un bond au-delà des postulats théologiques qui persistaient dans la vision du monde de la science au XIXe siècle et au début du XXe. On étudiait alors la causalité comme fonctionnant de manière proximale dans un conteneur spatio-temporel. C'était là l'écho d'anciennes théologies qui concentraient sur la planète Terre le cœur de la création et qui estimaient qu'il ne s'était passé que quelques milliers d'années de la création à nos jours. Mais dans la théorie du chaos, aussi bien que dans la réalité telle que décrite par le Bouddha, il n'existe pas de locus pour la création, il y a une chaîne sans fin de temps et d'espace, et l'univers est uniforme dans sa nature, il n'est pas géocentrique. Si d'un côté les sciences anciennes s'accrochent à leur table de billard pour dépeindre l'univers, leurs pieds solidement posés sur la terre ferme dans un espace délimité avec précision, de l'autre, la théorie du chaos nous emporte vers un univers causal sans origine, sans fin, vers une confluence et une influence constantes. Nulle part n'existe de parois solides ou de frontières absolues. Les effets émanent de nos actions sous forme de trains d'ondes et de pulsations, en une spirale centripète dans le temps et l'espace. Nous devenons des citoyens de l'expansion, de la continuité et de la communication. Aucune île imprenable, aucune vraie forteresse dans l'univers. Pas d'espace délimité, circonscrit, libre de l'influence d'autres sphères. De l'étude de la physique des boules de billard émerge une clarté déformée si l'on omet d'étudier les intentions de l'homme qui tient la queue de billard et percute les boules. Plus les continuités que nous examinons sont étendues, plus grande est la complexité du résultat,
plus claires sont les lois directrices, et plus nous nous approchons de la vérité universelle. À la frontière de tout phénomène se trouvent des phénomènes contigus qui influencent, de la même façon que l'orbite de la Lune influence l'orbite de la Terre, qui influence l'orbite de la Lune, sans mentionner Pluton. La théorie du chaos découle partiellement de l'élimination des contraintes arbitraires imposées à la complexité des interactions causales. Les explications précises n'y sont pas fondées sur un temps et un espace arbitrairement délimités. Comme pour l'univers et la table du billard, il n'existe pas de frontière unique et définitive autour de moi. Les formes qui me modulent, les forces qui me modèlent, les choix effectués dans ces limites continuent d'opérer jusqu'à leur disparition, et elles opèrent avant et après, ce que je désigne de manière arbitraire par ignorance ou arrogance, le moi. La peau du soi est une membrane temporaire dans un univers de perméabilité. Ce corps-esprit n'est ni l'origine, ni la fin de ses manifestations. Lorsque les raisins sauvages du Massachusetts de septembre mûrissent et sèchent sur les pieds de vigne au soleil, ils enrobent toute une zone de leur parfum âcre et entêtant. Je remarquai, passant au pas de course à côté d'eux, que les fleuves planaient en des lieux discrets et surprenants. Je cours, je ne sens rien. Et soudain je passe à travers une épaisse rivière chargée de l'odeur piquante des raisins et tout aussi soudainement j'en sors, comme si on avait empaqueté cette odeur dans une enveloppe cutanée atmosphérique. À la mi-octobre, cet invité divin a fermé boutique. Cela se passe de la même façon pour notre moi. Le Bouddha décrivait anatta comme l'absence de soi permanent. Il n'existe pas de frontière unique ou définitive autour de moi. Je suis une expression éphémère et localisée, d'une combinaison de lois et de choix, dans un univers continu dont j'exprime l'équation. Je suis semblable à cette brume automnale du raisin. Toute description reposant sur des limitations spatio-temporelles ne fait que révéler les limites de la personne qui est derrière ces descriptions. Lisière et peau de raisin existent en nombre, mais pas de finalité dans le monde des choses. Changement et fluidité sont la nature de tout corps, de tout monde et de toute équation exacte. Cette terre, cet univers est une forme temporaire de l'espace, au milieu de cycles plus vastes d'ordre et de changement. Résultat unique pour des actions similaires. La théorie du chaos clarifie de la façon dont les résultats variables peuvent découler d'actions apparemment similaires. La principale objection au kamma du point de vue de la pensée linéaire est ce que l'on peut appeler la critique sceptique. Deux personnes poursuivent apparemment le même chemin mais obtiennent des résultats très différents. Lui et moi avons médité de la même manière pendant le même nombre d'années. Malgré cela, en fin de compte, il a obtenu des résultats très différents des miens. Ceci réfute clairement que la même cause produit toujours le même effet. Cet argument contre la loi du kamma contient en fait 5 erreurs. Dans les descriptions par le Bouddha de la réalité, il n'existe pas de soi permanent, constant qui se dissimula en nous, mais nous avons pourtant une individualité. Nous avons chacun notre histoire qui est unique, et notre constellation qui est personnelle. Tout le monde possède des antécédents différents. Au moment de poser le pied sur la même ligne de départ, un coureur donné peut avoir dans le ventre un petit déjeuner tardif composé de petits pains, alors qu'un autre aura l'estomac vide. Nous sommes tous conteneurs d'un mélange historique, social, psychologique, immensément complexe de causes passées préexistantes et toujours actives. En fait, nous ne posons jamais l'orteil sur la même ligne de départ que qui que ce soit d'autre. Nous courons à travers le temps, chevauchant différents vecteurs qui ne s'alignent que brièvement et occasionnellement avec ceux d'autrui. Nous sommes côte à côte dans le même compartiment, dans le même train certes, mais notre périple vital diffère de celui des autres et ne s'aligne en parallèle avec eux qu'aujourd'hui. C'est là l'erreur de la confusion de la proximité avec la similarité. Deuxièmement, lorsque nous mesurons les effets, nous le faisons à un ou plusieurs points précis dans le temps, alors que le véritable impact de toute action peut perdurer dans le temps au-delà du point de mesure. On peut résoudre et fixer des équations simples sous une forme définitive de chiffres fixes, mais les équations différentielles non linéaires, dont le comportement simule mieux la réalité, se dénouent continuellement. Quelle différence entre une personne qui fait de l'algèbre avec un crayon
et Édouard Lorenz à l'opposé, avec l'abondance de ces itérations graphiques d'équations non linéaires générées par ordinateur. En termes de vie humaine, quand nous tournons notre attention vers quelqu'un et que nous disons « il a obtenu ce bon résultat et moi pas », ou bien « elle a vraiment obtenu un résultat lamentable auquel par miracle j'ai échappé », nous interprétons un état temporaire valide pour aujourd'hui, comme s'il s'agissait d'un résultat final et définitif, sans nous souvenir que demain, il y aura d'autres itérations de l'équation. Voyons qui sera roi et qui sera mendiant demain, ou après-demain, ou l'année prochaine. Nous pouvons subir les effets négatifs, ou tirer avantage d'un événement longtemps après que le souvenir en soit revenu à la surface de notre conscience. Freud lui-même soulignait que ce dont nous souffrons le plus, ce sont des souvenirs oubliés. Le caractère unique de chaque personne, de chaque plante et de chaque animal est forgé pour l'éternité. En fin de compte, le temps est de notre côté. Ne tirons pas de conclusion avant d'avoir mené l'expérience à son terme. La troisième erreur de l'argumentation à l'encontre du Kamma vient de l'existence de champs de force, d'attracteurs forts, capables d'attirer telle personne vers la quête de la vérité et telle autre vers la sécurité, capables de maintenir une personne à un plan d'élévation médiocre, alors que son voisin accomplira l'ascension. Tout étudiant de méditation aura remarqué que son esprit abrite des attracteurs forts qui exercent sur lui une puissante attirance et à cause desquels il va partager dans l'ignorance comme un bœuf cherchant à atteindre un sac de grains suspendu devant son nez, l'obligeant à tourner péniblement en rond, actionnant ainsi le moulin. Comment pouvons-nous seulement imaginer que notre méditation puisse ressembler à celle de quelqu'un d'autre ? Nous tournons tous en rond, dans une mesure plus ou moins grande, au sein d'illusions que nous poursuivons depuis longtemps. Certains champs de force particulièrement puissants peuvent nous garder prisonniers ou nous libérer. Les équations non linéaires peuvent cracher des résultats reliés étroitement entre eux dans le cadre d'une zone spécifique à de nombreuses itérations, puis soudainement se libérer de cette échelle de résultats. Nous devrons peut-être porter encore longtemps un poids dont nos compagnons de route se sont libérés. La quatrième erreur de la critique sceptique vis-à-vis du Kamma est de négliger l'émergence de nouvelles lois opérant sur de nouveaux niveaux d'organisation systémique. Les équations non linéaires ne ressemblent pas aux additions arithmétiques, et les systèmes complexes changent de caractère et pas seulement quantitativement, à mesure que leur complexité s'accroît, de la même manière que la vie biologique diffère des montagnes chimiques. Le plus est différent. Les composantes ne pèsent pas toutes du même poids dans l'analyse finale. Le même événement peut générer différentes répercussions en fonction de l'étage du bâtiment où il se produit, différentes s'il survient en haut dans la suite directoriale ou dans les sous-sols de la société. Vous et moi pouvons penser et agir de la même façon, et pourtant constater que nos chemins divergent parce que nous opérons dans des domaines différents, sous l'influence de lois différentes, à l'instar de régions différentes d'une même équation non linéaire, qui peuvent observer des comportements différents. Nous avons tous deux semé des plantons de laitue, mais dans quel pays, dans quel sol ? À quelle saison et avec quel savoir-faire soignons-nous notre jeune culture ? Le fait que les systèmes puissent être gouvernés par de nouvelles lois à chaque changement de niveau d'organisation explique aussi pourquoi les kammas, actions mentales ou matérielles, peuvent influer de manière différente sur une vie, selon le lieu et le moment où elles se produisent. Le moment de vie passé dans un centre de méditation peut catalyser des changements de personnalité qu'il aurait été moins facile d'opérer ailleurs. Nous pouvons dire que l'atmosphère ou l'ambiance peuvent accélérer les événements, de même que des variables complexes qui nous affectent modifient les règles à partir desquelles les conséquences émergent. Les kammas sont contextuels, la vérité est universelle, mais il existe des terres sacrées qui vont faciliter notre ascension et des compagnons prêts à nous aider dans notre cheminement. La cinquième erreur de la critique sceptique vis-à-vis du Kamma tient à l'effet papillon en vertu duquel de petites différences peuvent être amplifiées par le temps, par l'espace, et par des variables possédant force d'impact et du coup devenir des événements majeurs. Un moment de clarté peut changer une vie. On entend parfois l'histoire de la sobriété qui s'impose en un éclair à l'alcoolique, ou celle de la révélation subite qui transforme le cynique. Chez une personne en méditation, une seconde d'attention consciente
claire et objective, des sensations physiques, peut rétrograder la force d'illusion tenace, de même qu'un petit drapeau agité par un garde-barrière peut stopper la progression d'une puissante locomotive. Fouiller notre ignorance passée par la vision pénétrante peut produire dans un éclair d'intuition la compréhension de la non-permanence du moi. Un brin de paille peut briser le dos d'un chameau. Une minuscule turbulence peut modifier l'orbite d'une planète géante. Un acte de rage peut changer notre vie à tout jamais. Une seconde d'observation impersonnelle de soi peut libérer de tout un stock d'ignorance. L'effet papillon s'applique aussi au pouvoir de la pensée. Le Bouddha se démarquait nettement de ses contemporains et de bon nombre d'éthiciens modernes en affirmant avec insistance que les pensées sont des actions. Il refusait de considérer la pensée comme quelque chose de simplement privé et sans importance. Au contraire, il insistait sur le fait que le karma mental est l'épicentre de la volition. Telles les ailes subtiles du papillon, nos pensées fugaces peuvent annoncer de grands changements dans le monde. Bien entendu, cela ne signifie pas que toutes nos pensées aient un tel pouvoir. Bon nombre d'entre elles seront comme des lignes tracées sur l'eau, aussitôt effacées. Mais d'autres pensées peuvent pénétrer l'environnement complexe de la personnalité et avec le temps s'ériger en événement majeur. Pour le critique sceptique, l'effet papillon implique que lorsque deux personnes apparemment semblables vivent de façon apparemment identique, elles diffèrent pourtant considérablement en fin de parcours, ayant pu être influencées par des pensées et des actions subtiles difficiles à observer mais extrêmement puissantes. Les étudiants de méditation demandent parfois comment quelques instants de pureté de sagesse peuvent-ils, lors de ma méditation, inverser les schémas de mes existences successives qui ont non seulement façonné des années d'action, mais permettent également, alors même que je suis assis ici et que j'essaie de méditer, à de longues rêveries sensuelles ou chargées de vindicte de prendre forme. Des moments de réalité objective, d'immersion dans l'expérience de l'impersonnel, de changement perpétuel peuvent influencer, transformer l'existence à long terme, tout comme des turbulences minuscules dans le climat local peuvent influencer, transformer le climat d'écosystèmes entiers. La révélation de la vérité de l'impermanence peut annuler le magnétisme d'un attracteur puissant. Il m'est arrivé d'entendre un moine bouddhiste érudit douter que la méditation vipassana soit un chemin de libération, ayant observé avec précision qu'à cause des millions de réactions négatives, égocentriques qui font partie de notre vécu, il nous faudrait des millions d'années de méditation pour libérer chacune d'entre elles. Il plaçait uniquement ses espoirs dans un ascétisme monastique. Son argumentation erronée montrait l'importance des mathématiques non sommatives, c'est-à-dire qui s'abstiennent d'additionner les différents paramètres, de l'existence d'attracteurs forts et de divers équilibres existants dans un même contexte causal. Dans l'esprit de ce moine, chacune de nos réactions devait être libérée une, par vipassana, une tâche sans fin rendue encore plus vaine du fait que nous pouvons engendrer des réactions même quand nous méditons. Ce que cet ascète n'arrivait pas à comprendre, c'est que par le pouvoir pénétrant de la contemplation du changement impersonnel, perpétuel, et c'est bien là le propos central de la méditation vipassana, nous pouvons, en un instant, libérer des masses de réactions et changer d'orbite avec un nouvel équilibre en révolution autour d'un nouveau centre personnel. Il ne s'agit pas ici de raccourcis, mais de coexistence de l'hiver et de l'été dans la même ville, du sommeil et de l'éruption dans le même volcan, de la haine et de l'amour dans un même esprit. À travers la méditation, nous pouvons non seulement nous améliorer, mais aussi nous transformer, et cela peut se produire à tout instant. En tous les instants, de nombreuses transformations. Tout comme une équation non linéaire peut soudainement déclencher un nouvel équilibre, nos vies peuvent non seulement s'améliorer, mais aussi se réorganiser autour de nouveaux motifs, de nouveaux objectifs et de nouvelles intuitions. L'effet papillon ne rend pas compte seulement des résultats variables dans un style de vie donné, il implique aussi que l'optimisme et le réalisme ne font qu'un. Des prises de conscience subtiles, éphémères, peuvent transformer votre horizon. Le karma n'est pas le produit d'une addition arithmétique. Les moments et les actions n'ont pas tous et toutes le même pouvoir. Frôler un instant la vérité ultime peut vous donner des ailes pour survoler les tempêtes du passé.
un moment de clarté peut dissoudre des années d'illusion. Tout instant peut porter en lui une qualité de libération qui ne soustrait pas simplement l'ignorance du passé, mais catapulte votre équation vers un nouvel attracteur fort et sain, appelé amour de la vérité, et une vie consciente et pénétrée de compassion. Tout instant de méditation juste pourrait bien être votre dernière rotation autour de la colère et votre première orbite autour de nouveaux mondes mentaux. Vous établir dans un nouveau mode de vie, entrer dans le courant, pourrait bien être votre ultime puissant attracteur. Une voie du milieu, fondée sur la discipline et la réceptivité. La théorie du chaos nous apprend à rechercher la meilleure capacité d'adaptation à la frontière du chaos. Ceci est basé tant sur des modèles mathématiques que sur des observations du monde naturel. Une trop grande variabilité, le chaos, est instable, ne se perpétue pas, est un désordre. C'est le royaume des révolutions politiques sanglantes dans les sociétés humaines et des inondations fluviales dans la nature. Le changement est sauvage, violent, imprévisible. Du point de vue humain, nous disons qu'il est destructeur. Mais trop d'ordre est le royaume du dogme et des fossiles, des systèmes trop rigides pour s'assouplir lorsque surgissent de nouvelles situations et qui par conséquent meurent. Dans la société humaine, cet ordre est représenté par l'autoritarisme qui impose la stabilité au détriment de la variabilité et qui se fragilise jusqu'à se briser pour retomber dans une confusion chaotique. Lorsqu'on pense ici au féodalisme ou au bolchevisme soviétique. Dans la nature, les systèmes excessivement ordonnés sont exemplifiés par les monocultures où une plante domine l'écosystème jusqu'à ce qu'un changement climatique se produise et sans stratégie botanique alternative, l'ensemble du système disparaît à la manière des fougères arborescentes. La théorie du chaos nous rappelle de chercher vigueur et endurance optimale là où se rejoignent répétition et spontanéité. Lorsque les espaces scéniques de la prévisibilité se confrontent aux stimulations et aux vagues de fond, nous trouvons à la fois la continuité et la créativité. On pense ici à un sol fertile, nouvellement ensemencé, ou au mental d'adolescents studieux aptes à apprendre et emplis d'idées nouvelles. Pour s'adapter à un monde en mutation, nous devons avoir une stabilité flexible, des réactions variées, mais en même temps centrées face aux événements. L'enseignement du Bouddha plaçait intuitivement les étudiants sur un terrain tempéré, organisé mais pourtant fluide. Il conseillait dans son enseignement de se libérer des codes imposés par les religions organisées et les institutions politiques, mais il les incitait aussi sur le besoin d'une formation continue. Le mode de vie du Bouddha, la vie dans le Dhamma, est un mélange d'autodiscipline basée sur la pratique de la moralité et de la méditation assortie d'une compréhension neuve de la réalité du moment. C'est une voie du milieu, combinant un retour fervent à la concentration et une réceptivité objective face au brouhaha du monde. Nous pouvons dire que le Bouddha enseignait à ses étudiants à vivre au bord du chaos. La vie quotidienne de ceux et de celles qui méditent avec ferveur est une zone de vie où la répétition croise l'exceptionnel. Chaque jour, ces méditants s'ancrent dans le calme et l'observation, et à chaque instant le monde est neuf, requérant de nouvelles rencontres, de nouvelles décisions et de nouvelles adaptations. La vie dans le Dhamma se situe au carrefour de la personnalité, de la discipline et de l'immédiateté. En prenant refuge dans la moralité, la concentration et la sagesse, l'étudiant en méditation se lance avec ardeur, sans opinion préconçue, dans le monde polysémique en vibration. Ce mode de vie diffère de l'existence ordinaire, teintée par les fantaisies du monde laïque, moins structurée, moins disciplinée, et dans laquelle le recentrement par la méditation fait défaut. Il diffère également de la vie quotidienne ordinaire qui tend vers le pôle chaotique avec son narcissisme, son anxiété, la décomposition de la famille et le manque de racines. La voie du milieu, à la frontière du chaos, diffère aussi des routines mécaniques et inflexibles, de l'orthodoxie religieuse et de la tyrannie politique, qui font obstacle à l'apprentissage quotidien du rajeunissement de la création
avec ses conjonctures et ses idiosyncrasies. Les observations récentes de la complexité dans la nature ont conduit à la maxime « les systèmes les plus stables incluent l'instabilité modulée ». Pendant un cours de méditation, l'étudiant du mode de vie enseigné par le Bouddha rencontre lui aussi les manifestations psychologiques des lois naturelles qui opèrent à la frontière du chaos. L'ordre, omniprésent, opère un effet sur l'esprit. Les heures sont structurées, les actions limitées. La concentration s'accroît exponentiellement du fait que l'étudiant limite ses activités à l'immobilité et à la méditation sur les sensations heure après heure. Mais le paradoxe bien connu de la méditation se révèle alors, une concentration pure engendre une turbulence de pensée, surgissant des profondeurs, de rêves, de visions et d'émotions, aspirées à la surface, spontanément extraites du royaume de la conscience aux sensations. À mesure que l'ordre s'intensifie, la fluidité mentale et la complexité font de même, jusqu'à ce que l'esprit dans son entier, conscient et inconscient, soit présent à la surface. C'est le moment pour les étudiants d'accéder à de nouvelles révélations, à des prises de conscience créatrices, capables de transformer la vie, spécificité des cours de méditation. C'est un exemple du potentiel mystérieux de la frontière psychologique du chaos. Les cours de méditation et les modes de vie établis autour de la discipline des 2 méditations quotidiennes illustrent au niveau mental la fertilité de la frontière du chaos. Au fur et à mesure que l'ordre et la prévisibilité des comportements deviennent routinières, on permet aux profondeurs de l'esprit d'affleurer à la surface avec plus de sécurité. Au fur et à mesure que l'on progresse sur cette voie au fil du temps, d'anciennes erreurs, d'anciens défauts peuvent être enfin reconnus et libérés. Les visions que nous privilégions peuvent enfin bénéficier d'une vraie énergie pour se déployer. Des schémas répétitifs de pensée et de comportement peuvent être abandonnés tandis que de nouvelles options se présentent. Imaginez une vie focalisée de manière récurrente sur une réalité centrale, l'expérience directe du changement dans les sensations qui donnent forme au corps et à l'esprit. De ce mariage, avec la fluidité que crée la méditation vipassana, une nouvelle vie paradoxalement plus stable, mieux dirigée, plus résolue, commence, tout en étant mieux informée par ses explorations dans les grottes, les cavernes et les recoins de la psyché. Les endroits où les océans sont les plus fertiles sont situés, comme la George Bank, au bord de la plaque continentale, juste avant de plonger vers l'abysse. La voie du Bouddha, le Dhamma, scintille à la frontière du chaos, là où la poursuite de la vérité glisse vers des moments neufs, polyvalents et réceptifs. Agrégation, dissolution et réagrégation. Il est remarquable de voir certaines équations non linéaires s'inscrire sur l'écran d'un calculateur graphique moderne, car contrairement à tout autre graphique d'équations linéaires, leur profil peut montrer une structure régulière mais devenir soudainement tellement variable qu'il s'étend en un diagramme multiple où les points sont apparemment placés au hasard et tout aussi soudainement, le dessin peut redevenir cohérent. Tout ceci se produisant à partir de la même équation qui prend différentes formes dans différentes régions sous l'effet de sa propre influence. La même impulsion peut conduire à l'agrégation, à la dissolution et à la réagrégation au fil du temps. La même loi mathématique peut sous-entendre différentes formations qui paraissent différentes dans leur manifestation locale, mais qui expriment la même vérité unique. Cette expression graphique de formules mathématiques non linéaires est tout à fait différente des graphiques de toutes les autres formules qui suivent des formes régulières, comme les paraboles ou les hyperboles, ou se présentent sous forme de vagues ou de lignes irrégulières, bien que continues et connectées entre elles. L'implication des équations non linéaires est qu'une loi peut se manifester sous diverses formes qui n'ont apparemment pas de ressemblance entre elles, mais qui pourtant expriment les mêmes relations dans différents contextes. Il ne s'agit pas là d'un simple jeu mathématique, puisque ces équations semblent refléter des aspects de notre monde. Les scientifiques, dont les études portent sur les populations, par exemple, ont observé que la simple pensée logique linéaire ne donne pas une image précise de la dynamique démographique.
L'on s'attendrait à ce que la population d'une espèce animale donnée s'accroisse jusqu'aux limites imposées par les ressources alimentaires, par l'espace vital et aussi par la maladie ou les prédateurs qui stabiliseraient sur la durée la population à la capacité maximale. Si cette logique simple semble souvent se révéler correcte, il semble parfois également que les populations oscillent de haut en bas, se modifient de manière erratique, se stabilisent à moitié et de manière temporaire dans une fourchette d'oscillation modérée ou encore fluctuent de manière désordonnée et aléatoire pour de nouveau passer par une tendance à la prévisibilité et à la stabilité. Ces nombreux résultats peuvent être prédits par une seule équation non linéaire qui, aussi simple que cela paraisse, évolue entre toutes ces options en s'exprimant parfois par une ligne, à d'autres moments en se divisant en embranchements formant un filigrane dendritique, ou encore en se pulvérisant en points et en fragments, se fondant ensuite en une nouvelle ligne qui poursuit la croissance apparemment d'origine. Ce comportement des équations mathématiques peut également nous aider à comprendre la réapparition d'une vie antérieure, renaître, et l'apparition de nouveaux mondes dans le vaste flux spatio-temporel. Nous n'avons pas à recourir à une fantaisie mystique pour expliquer qu'il existe plus de mondes dans le ciel et sur terre que nous en avons rêvé dans notre philosophie. Les mathématiques et les sciences se chargent de nous rappeler que des forces anciennes peuvent croiser des régions de flux purs et s'établir dans une nouvelle trajectoire. Cela peut nous aider à nous rapprocher en pensée de la compréhension de la renaissance. À partir d'une équation, d'une action ou d'une force d'ordre, on trace les lignes de flux centripètes à partir d'une formulation mathématique ou des conséquences de nos actions. Cependant, ces dérivatives apparaissant au fil du temps, elles n'ont pas toujours la même apparence. En fait, l'observateur superficiel ou un observateur qui n'a accès qu'à une partie du graphique à un moment donné dans le temps, peut tout à fait n'y voir aucun plan particulier. À certains endroits, la même équation d'origine ou action produit des manifestations qui semblent être complètement différentes de celles ayant pris place l'instant d'avant. La ligne sinueuse se transforme soudain en fragments et en points aléatoires. Un peu plus tard, toutefois, l'expression mathématique de l'équation originale suit de nouveau une ligne sinueuse. De la même manière, les forces mises en œuvre par la volonté du cœur humain peuvent suivre une trajectoire parfois longue et apparemment variée, parfois visiblement cohérente, parfois se mouvant sans forme visible ou figée. À mesure que les forces puissantes ou kamma continuent à agir au fil du temps, elles émergent de nouveau dans les limites de formes visibles appelées corps. De nombreuses possibilités peuvent surgir de la volonté originale et l'exprimer. Alors qu'il se produit une forte variation, il n'y a toutefois pas absence de loi, bien au contraire. La variation se limite aux possibilités de la volition du moment d'origine et est contenue en celle-ci. Combien extraordinaire devient une vie humaine, notre vie, si nous l'envisageons en tant qu'expression à facettes multiples d'équations non linéaires, dérivées de nos volontés et de nos actions, et comme formées par des milliers ou des millions de tels commencements. Nous sommes les bondes de fontaines d'événements, gargouillant à travers le temps, chacun de ceux-ci combinant variabilité avec prévisibilité, de sorte que notre temps sur Terre se transforme en un écheveau d'équations, telle la tête de Méduse portant sur nos agissements ici-bas. Quel ordinateur, si puissant soit-il, pourrait-il appliquer un graphique aux résultantes de toutes ces possibilités ? Mais bon nombre de graphiques n'auront l'occasion de se développer sur le long terme. Parmi les forces inscrites dans notre volonté, seules quelques-unes auront suffisamment de force d'inertie pour continuer à rouler de l'avant et corroborer la vérité scientifique telle qu'elle se révèle dans les équations non linéaires, en démontrant qu'elles sont capables d'émerger de nouveau après s'être plutôt dissoutes. De toute cette prolifération sauvage d'effets sous forme d'ondes résultant de nos pensées et de nos actions dans le monde, seuls quelques-uns seront assez puissants pour se comporter comme de puissantes équations non linéaires et traverser le temps et l'espace pour émerger de nouveau sous une nouvelle forme cohérente incarnée. De toute cette panoplie d'événements encore plus vaste que nous produisons tous dans cette ère cosmique et temporelle,
émergeront les lois, les équations, les volontés et les actions qui persisteront au-delà de la dissolution temporaire du monde. Et ce monde d'aujourd'hui n'est lui-même qu'une réémergence d'autres mondes du passé, dont les équations se sont éparpillées avant de reprendre forme dans le monde actuel. Envisager nos vies en tant que produits d'une causalité infinie, issue du passé continuant à opérer à cet instant, est compatible avec l'approche scientifique. Envisager nos vies en tant que connexion causale au départ desquelles les conditions futures évolueront est également compatible avec l'approche scientifique. Cet enchaînement d'évolution n'a pas commencé avec la planète Terre, mais avec les mécanismes évolutifs qui ont conduit à la Terre, et le processus ne se termine pas avec ma mort ou l'extinction de la Terre. Comme nous l'avons déjà vu, la science qui envisage le monde comme une table de billard, avec ses limites spatiales et ses finalités temporelles, est un archaïsme avantageusement remplacé par des continuités qui relient à d'autres tout segment spatio-temporel. Dans cet univers infiniment intriqué, communicant, intégré et causal, l'agrégation, la désagrégation et la réagrégation sont des phénomènes ordinairement récurrents, liés entre eux. Les agrégats du corps et de l'esprit sont des expressions de force, de lois et d'équations qui ont vraisemblablement modelé d'autres corps par le passé et pourront se cristalliser de nouveau dans les corps du futur. La science du chaos et les mathématiques des équations non linéaires nous suggèrent que nos corps sont des conglomérats scintillants de particules qui se sont agrégés en respectant les lois, qu'ils se dissoudront conformément aux lois, et qu'ils peuvent s'agréger de nouveau selon les lois que nous activons et que nous mettons en mouvement ou bien pas du tout. À chaque instant, nous cheminons sur la voie tracée par nos volitions dans un univers à texture dense et astreint à des lois. Nous sommes nous-mêmes les miroirs et les conséquences des antécédents dont les origines remontent loin dans un passé immémorial. Et aujourd'hui, nous sommes à notre tour les émetteurs à micro-ondes, transmettant vers le futur nos propres radiations kamiques. Il n'y a aux angles de la table de billard de l'univers aucune blouse qui puisse capter, stopper l'élan que nous avons mis en œuvre avec notre queue de billard. Le monde que nous voyons, que nous touchons, auquel nous croyons, n'est pas la limite du monde. Il y a dans toute chose autour de nous, formation et flux connus et inconnus. Les horizons y sont nombreux, peut-être, mais ici pas de finalité. Au-delà de cet horizon, pour autant que nous allions aussi loin, se trouve un autre horizon. Au-delà de la frontière du monde se trouvent d'autres mondes, intégrés à d'autres mondes, et existant au-delà de tous les autres mondes. Et pourtant, aucun de ces mondes n'est fixe. Pas de limite précise, pas de solidité. Tous ces mondes se mêlent, ordre et chaos, ce qui est avec, ce qui sera. Et chaque nouveau moment est un écho des causes du passé, se développe à partir du moment précédent, transmet l'élan du moment précédent. La théorie du chaos nous aide à comprendre le monde tel que le Bouddha l'a décrivé, et nous offre un modèle scientifique qui élucide la vision du monde du Bouddha, sans aller plus loin que cela. La contemplation de la théorie du chaos ne peut remplacer un mode de vie moral ni la pratique de la méditation, pas plus qu'elle ne rend compte de Nibbana, transcendance de l'esprit et de la matière, libération de la souffrance, que le Bouddha indiquait comme le but au bout de notre route et qui échappe à toute description dans ce monde matériel, aussi sophistiqué soit-il. La théorie du chaos élucide certains aspects du Dhamma, mais pas d'autres. Pour activer la voie et récolter ses fruits, nous devons nous mettre au diapason du Kamma et assumer son hégémonie sur nos vies. Notre moralité et notre méditation, pas nos mathématiques, donnent forme à notre destinée. Dans la mesure où la pensée conceptuelle peut être source d'inspiration à agir correctement, elle est une composante utile à la compréhension correcte. Voilà pourquoi la façon dont nous vivons maintenant, dans ce monde de grandes entreprises et de clients exigeants et de maux de dos et de dissensions familiales et d'examens d'entrée, est une genèse. Nous créons notre futur et sommes partie prenante du futur de nombreux mondes. À chaque instant, naît un univers flambant neuf, issu des itérations des mêmes anciennes lois universelles. Nous sommes effervescents
et nos vies sont des messages pour l'avenir. Laissons donc nos équations être vérité, nos rayonnements être amour et lumière, nos kammas constituer les lois de la paix et de l'harmonie en un flux ininterrompu à travers les univers à venir qui les transmettront fidèlement.